Donc, originairement, je suis de Suisse, donc j'ai grandi en Suisse. J'ai fait beaucoup de politique environnementale, activisme environnemental en Suisse. Et après, je suis partie au Japon pour mon master et mon doctorat. Et j'ai travaillé un petit peu pour des organisations internationales sur les questions de la biodiversité. Et maintenant, je travaille au Japon, à Tokyo. Ma thèse de doctorat, j'ai fait sur l'éthique environnementale. Donc, plutôt un truc plutôt philosophique, mais en philosophie appliquée. Et en éthique environnementale, ou dans ce domaine, souvent, il y a une tendance à parler des choses d'une façon très peut-être idéalisée ou déconnectée, un peu comme si on pouvait vivre en harmonie avec la nature et puis qu'il n'y avait pas vraiment de conflit, que c'était possible d'avoir ces relations très, très belles avec le monde non humain. De plus j'avance dans ma recherche et dans mon parcours, plus je me rends compte que les phases politiques, elles sont au centre vraiment des questions environnementales. Donc les questions environnementales, même quand on les prend d'un point de vue très abstrait, ou d'idées, elles sont liées aux questions de légitimité politique par rapport à la prise de décision sur l'usage des ressources naturelles. Et ça veut dire qu'elles touchent aussi très rapidement des conflits en termes de droit, d'accès au sol, d'usage, de propriété des ressources, telles que l'eau, le sol, la vie sauvage, les plantes, mais aussi l'air, en Chine par exemple. Et donc il devient très difficile en fait de parler des questions environnementales sans prendre en considération les aspects politiques, mais aussi culturels et identitaires. Et ça pose problème, je pense, pour une bonne partie des disciplines, que ce soit les sciences de la durabilité, par exemple, qui veulent rester sciences naturelles, très strictes, et qui ont tendance à vouloir éviter les questions politiques, ou bien aussi certains courants philosophiques évitent souvent de parler vraiment de où ça fait mal, des conflits, où ça bloque. Par exemple, derrière les slogans en apparence rassembleurs comme celui-là de Pour la nature, il y a des présuppositions linguistiques, culturelles et souvent identitaires qui passent inaperçues, parce que ces slogans sont construits comme s'ils sont basés sur un consensus général et aussi basés sur les sciences. Donc, par exemple, ce slogan Pour la nature, c'est le slogan qui est utilisé par les organisations des Nations Unies et différents corps et organisations des Nations Unies qui sont engagés dans la protection de l'environnement. Donc, j'ai travaillé un peu pour IPES et les équipes de communication, elles sont en collaboration. Chacun a ses propres légitimités et souverainetés. On collabore et ça, c'est un des slogans rassembleurs, par exemple, pour actuellement encore du programme des Nations Unies pour l'environnement et les autres organisations des Nations Unies qui travaillent sur l'environnement. Et un des premiers trucs qui m'est venu à l'esprit, c'est que cette idée de pour la nature, il y a cette idée de nature qui est traduite dans différentes langues, mais qu'en fait est extrêmement difficile à traduire. Quand moi je pense à qu'est-ce que c'est que la nature, je pense souvent à la neige, aux montagnes où j'ai grandi en Suisse. Et quand je discute avec mon amie indonésienne, par exemple, elle va avoir une perception de la nature beaucoup plus en termes de l'océan. Et par exemple, dans ma perception de la nature, il y a les saisons qui vont être affectées par le changement climatique. Et dans sa perception, il n'y a pas de saison. Donc, et le temps, ça touche aussi aux visions du temps. Donc, comment le temps coule. Et aussi les changements de nature, par exemple le changement climatique. Dans mon cas, j'ai une vision très claire du changement climatique avec l'hiver qui disparaît, quelque chose comme ça. Et dans son cas, ça va être simplement le niveau des eaux qui monte, par exemple. C'est bien plus de maladies infectieuses. Donc en fait, derrière ce mot pour la nature qui a l'air très rassembleur, dès qu'on ouvre la boîte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient à l'esprit de différentes personnes, c'est très varié. Ce type de petite observation que j'ai fait avec des amis, c'est je pense le déclencheur d'une grosse partie de mes recherches récemment et aussi de mon travail au sein d'IPES. Quand je travaille, j'essaie vraiment d'essayer d'inclure tout ça et ça relève beaucoup de défis. Mais ces aspects-là, ils sont pas complètement effacés des travaux internationaux en politique environnementale. Par exemple, il y a ce rapport-là sur les diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits, publié en 2021. C'est un des premiers rapports des institutions de l'ONU qui touche sur cet aspect-là. Les valeurs, la culture, les aspects linguistiques, ils sous-tendent la manière dont on fait les sciences, les politiques, etc. Parce que la plupart des rapports, par exemple du GIEC ou bien du Programme des Nations Unies en général, ils ont tendance à avoir une approche très scientifique et très neutre, en tout cas prétendument, sur laquelle ils espèrent baser un consensus. Et là, il y a 3 messages clés que j'ai sélectionnés de ce rapport-là. Par exemple, le premier, c'est les causes de la crise mondiale de la biodiversité et les possibilités d'y remédier sont étroitement liées au mode de valorisation de la nature dans les décisions politiques et économiques à tous les niveaux. Donc ici, on a de nouveau cet aspect plutôt là, culturel, linguistique ou normatif. Ensuite, le contexte A3, les multiples façons dont les populations conçoivent une bonne qualité de vie se reflètent dans la manière dont elles expriment des valeurs générales qui façonnent les interactions entre les êtres humains avec la nature, notamment l'unité, la responsabilité, la bonne intendance, la justice, qui peuvent être alignées sur la durabilité. Donc ça, c'est très intéressant.
Parce que déjà, il y a beaucoup de mots là qui, j'ai l'impression qu'ils font très peu de sens en français. Donc les rapports sont négociés et écrits basés sur la plupart du temps des articles scientifiques écrits en anglais. La négociation se fait en anglais la plupart du temps. Elle est traduite instantanément lors des séances plénières avec les gouvernements, mais sinon l'aspect scientifique est quasiment exclusivement en anglais. Ça rend des phrases comme celle-ci qui sont peut-être pas facile de comprendre. Et l'intendance, par exemple, que moi je ne comprends pas. C'est la langue maternelle, le français, mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'était que l'intendance, c'est stewardship en anglais. Ensuite, le troisième message, c'est ignorer, exclure ou marginaliser les valeurs locales conduit souvent à des conflits socio-environnementaux liés à des conflits de valeurs, en particulier dans le contexte d'asymétrie de pouvoir, ce qui nuit à l'efficacité des politiques environnementales. Donc, c'est ce rapport et ces types de messages, c'est une des premières fois où vraiment cet aspect multiculturel ou identitaire ou de valeurs a été vraiment reconnu. Ça va dans une bonne direction. Ça veut dire que les visions du monde, les systèmes de savoir et les valeurs sous-tendent non seulement les politiques environnementales, mais aussi la façon dont les sciences sont conduites. Là, il n'y a pas de consensus au niveau international dans les rapports sur cet aspect. Jusqu'à l'aspect des politiques environnementales, là, la plupart des gens sont d'accord, mais sur la façon dont les sciences sont conduites, il y a beaucoup de résistance aussi. Parce que si on admet ça, on ouvre la possibilité au relativisme par rapport aux résultats des sciences. Donc on amenuise la force de frappe des rapports eux-mêmes. Et le petit thème de l'autre côté, c'est le thème central de ce rapport-là de l'IPE, dans la façon dont ils construisent, dont ils font sens de ces tensions. Il y a la typologie des valeurs, tout en bas, c'est la façon dont différentes personnes, différents groupes font sens de leur monde, ils font sens de la nature, et ils développent différentes formes de valeurs par rapport à la nature. Là, j'essaie de synthétiser de la façon dont ils décrivent. À partir de ces visions du monde, il y a des valeurs générales sous-jacentes qui émergent, comme par exemple l'idée de justice intergénérationnelle ou bien les limites biophysiques ou ce genre de choses. C'est des mots techniques, mais ces valeurs, elles émergent aussi dans d'autres concepts. Par exemple, il y a l'idée de Madre Tierra en Amérique du Sud ou des choses comme des concepts dans d'autres mots qui peuvent toucher à des idées similaires. Ensuite, à partir de ces valeurs très générales ou ces visions plutôt systémiques, des valeurs spécifiques peuvent être identifiées. C'est ce que ce rapport pense ou défend. Et à partir de là, il y a différentes voies qui peuvent être prises pour aller en direction de ce but commun qui est la durabilité. Et là aussi, il y a toutes ces voies multiples, comme la bonne intendance de la terre, c'est stewardship en anglais justement, ça vient plutôt d'un background chrétien d'Amérique du Nord. Ensuite, il y a le bien vivre, ça c'est buen vivir, qui vient plutôt d'Amérique du Sud. Ensuite, il y a l'idée de décroissance, qui est plutôt centrale en Europe. La protection de la nature, c'est conservation en anglais, qui est plutôt centrale aussi dans le monde anglo-saxon. Et l'économie verte, l'idée un peu de ce rapport, c'est de dire que toutes ces différentes voies, elles sont en fait basées sur différentes façons de voir le monde et différentes valeurs. Mais une des conclusions du rapport, c'est qu'en fait, la plupart de ces voies-là, excepté le statu quo, ces différentes voies peuvent être compatibles et peuvent nous mener vers un futur durable. Donc ça de nouveau essaye d'être rassemble. Donc ça reconnaît cette diversité culturelle, de valeurs, etc. Mais ça essaye de trouver aussi un terrain d'entente de dire que cette diversité n'est pas forcément un problème, ça peut être une force tant qu'on continue pas sur le statu quo. Donc, à partir de là, ce que j'essaye de faire dans mon propre travail, c'est de prendre une approche philosophique sur les politiques environnementales internationales. Parce que je me suis rendu compte, comme j'ai présenté l'exemple avant de discussion avec mon amie indonésienne, que lors d'échanges interculturels, ces présuppositions linguistiques et culturelles et souvent identitaires, elles ressurgissent très vite. Donc, contraster et comparer certains concepts, souvent pris pour acquis, tels que celui de nature, permet aussi de révéler des dissonances. Et la plupart des gens qui travaillent seulement dans un concept, ou bien par exemple les scientifiques seulement dans une discipline, il y a un risque qu'ils ne se rendent pas fermement compte à quel point leur cadrage n'est pas vraiment lisible pour des personnes en dehors de leur propre bulle ou boîte. Par exemple, une des questions qui est facile de discuter au niveau interculturel, c'est qu'est-ce que l'idée de nature inclut? Donc, dans ce mot nature qui peut être traduit dans différentes langues, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que les animaux sauvages ou domestiques, des pierres, des plantes, aussi sauvages ou domestiques, les villages, les villes, qu'est-ce qu'il en est des villes? Les rivières et les rizières, et puis les ancêtres, les esprits, les déités, l'énergie, qu'est-ce qui entre dans l'idée de nature et qu'est-ce qui est exclu. Et c'est important parce que c'est directement lié à quel type de politique on va pouvoir construire. Sinon, si on veut sauver la nature, si on est tous d'accord sur sauver la nature, mais qu'on a une idée de qu'est-ce que c'est que la nature qui est complètement différente, on va tout simplement pouvoir travailler ensemble et la politique qui va être implémentée va juste ne pas fonctionner. Et par exemple, au niveau international, ça veut dire qu'on a souvent des options politiques qui sont produites par ces rapports qui sont basés la plupart du temps sur plus de 90% de sources anglo-saxonnes qui vont essayer de pousser leur idée de la nature dans des cultures. Par exemple, si on essaye d'implémenter ces options politiques des Nations Unies en Indonésie,
Mais si l'idée de nature est complètement différente, ça risque de poser un problème quand même de légitimité ou même de compréhension. Enfin, des personnes, peut-être les populations locales vont tout simplement pas comprendre du tout quel est le but de cette politique. On a commencé le projet sur la conceptualisation de la nature en Asie de l'Est et du Sud-Est pour essayer de donner une idée. Quand j'ai commencé à vouloir faire ce projet-là, c'était en réaction avec mon travail à IPES. J'avais l'impression que c'est très difficile d'expliquer ça à mes collègues ou les preneurs de décision des Nations Unies aussi, ou bien dans les gouvernements, qui peuvent avoir des visions très, très tunnels, mais pas forcément intentionnellement, juste parce que c'est des experts dans leur domaine ou bien dans leur contexte politique et culturel, et ils ne se rendent pas vraiment compte d'à quel point la différence est large. Donc, dans notre projet-là, c'était de donner une forme de petit panorama pour juste essayer d'ouvrir ces boîtes, d'ouvrir ces concepts et de donner une idée à des personnes qui n'en ont peut-être aucune idée de la diversité qui existe. Donc, on a écrit un article en essayant de simplement donner une idée très générale de qu'est-ce que l'idée de nature ou le mot nature pourrait signifier dans différentes langues et contextes culturels. Et à partir de là, on a deux aspects récurrents. L'un, c'est les considérations sur l'origine, l'émergence et l'existence des choses dans le monde qui sont souvent associées à des connotations de spontanéité. Donc, ces idées de nature touchent à l'étant ou l'existant et comment est-ce que ça vient au monde. Est-ce que l'être humain joue un rôle ou pas, plus ou moins. Ou bien les dieux jouent un rôle ou pas, etc. Ensuite, les observations à propos des relations entre les différents mondes et la place des êtres humains parmi ces différents mondes, tels que le monde des dieux, le monde matériel, le monde des bêtes, etc. Donc, il y a souvent, par exemple, au Népal, il y a plusieurs types de mondes qui se overlappent, comme un millefeuille. Les différentes espèces vont appartenir à différents mondes. Donc, c'est difficile d'isoler le monde des humains du monde des animaux, par exemple, parce qu'il y a différents groupes d'humains et différents groupes d'animaux. Et différents groupes d'humains vont être, par exemple, le groupe d'humain A va être plus proche du groupe animal A que du groupe d'humain B. Ça change vraiment la façon dont on catégorise le monde. Je pense que ça peut changer aussi complètement la façon dont on fait les rendus politiques. Parce que les politiques ont affaire à les comportements des différents humains, des groupes d'humains. Une de nos conclusions, c'est que les idées de nature sont comme des miroirs qui reflètent les conceptualisations d'elles-mêmes des sociétés humaines. Par exemple, dans cet exemple des montagnes au Népal, c'est une vision des sociétés humaines par strates et castes est reflétée dans la vision des espèces, de plantes et des animaux. De la même façon, une vision homogénéisée ou généralisée de la nature comme un ensemble abstrait non humain, c'est lié avec une vision de l'humanité, comme si on pouvait parler d'une humanité, comme un ensemble aussi homogène. Et donc, au lieu de méprendre notre propre réflexion dans le miroir comme un objet indépendant de nous-mêmes, que nous appelons la nature, on peut peut-être, au contraire, essayer de comprendre nos propres lunettes humaines, c'est-à-dire les outils avec lesquels nous voyons et pensons le monde ainsi que nous-mêmes. Et c'est pas forcément une conclusion qui nous aide beaucoup, parce que du coup, ça nous renvoie à essayer de comprendre de qu'est-ce que c'est que l'être humain. Et ça, c'est une question encore plus complexe que celle de qu'est-ce que c'est que la nature. Mais ça vraiment synthétise, en fait, l'histoire que j'aimerais dire aujourd'hui dans cette intervention. C'est que dès qu'on commence à vouloir parler de la nature, d'écosystèmes qui ont l'air vraiment abstraits, loin de l'humain, en fait, on retombe très vite vers des conceptualisations culturelles, des questions de qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu de l'humain, et aussi des questions politiques de qui décide sur ça. Qui décide qu'est-ce que c'est qu'un humain, qui décide qu'est-ce que c'est qu'une ressource et qui a usage aux ressources, etc. Nous créons nos visions de nous-mêmes, des autres et du monde par contraste et en interrelation. Et l'idée de nature comme une entité abstraite opposée aux humains est associée avec une idée d'humanité comme groupe uniforme. Et cette idée d'une humanité comme groupe uniforme, elle n'est pas acquise. Elle est prise pour acquis par beaucoup de monde, mais en fait, réellement, dans le monde, au-delà de nos tours d'ivoire, c'est pas forcément pris pour acquis. Par exemple, j'étais en Inde l'été passé et il n'y a pas vraiment d'idée d'humanité comme groupe uniforme du tout. Il y a différents groupes de personnes avec des hiérarchies, des castes, des religions différentes, etc. Il y a ces interrelations et ces contrastes entre une idée du nous, l'idée de nature et l'idée de l'eau. Un des phénomènes qui rend ce mécanisme possible, c'est l'essentialisme, qui associe un ensemble de caractéristiques à une identité particulière, qu'elle soit culturelle, ethnique ou autre. Par exemple, on a ces phrases qu'on entend, même dans les négociations au niveau des Nations Unies. Elles sont pas dans les rapports, parce qu'il y a quand même des gens qui filtrent, mais elles apparaissent dans les négociations. Dans l'essence des asiatiques de vivre en harmonie avec la nature, ou bien ce qu'on entend beaucoup, et ce qui est même dans les rapports, c'est que c'est dans l'essence des peuples indigènes de vivre en harmonie avec la nature. Et donc cette ligne de raisonnement se base sur l'homogénéation au sein d'un groupe et le contraste avec un autre qui ne remplit pas ces caractéristiques.
Par exemple, dans la littérature sur ce sujet, il y a Berg qui distingue 3 mythes de la relation entre les groupes traditionnels et la nature. Le mythe du sauvage noble ou l'autre exotique, l'ignorant qui détruit les écosystèmes intacts, et l'ange déchu qui est devenu une menace à son propre paradis écologique sous l'emprise d'influences étrangères et néfastes. Et ces 3 types de rhétorique ou d'histoire, elles reviennent très très souvent encore maintenant. Et je pense que ça fait longtemps qu'elles existent, mais elles continuent. Et ça nous mène sur les 2 concepts dans mon titre aujourd'hui, l'éco-orientalisme ou bien le nationalisme écologique. Donc, ces 2 processus participent à la construction de l'identité par rapport aux conceptualisations de la nature. Donc, les nationalismes écologiques, ils sont tournés vers l'intérieur du groupe, c'est-à-dire, ils comprennent des dynamiques largement contenues au sein d'un groupe et en relation avec leur propre environnement. Donc, c'est majoritairement ce qui est en jaune là sur mon petit schéma. Donc, le lien entre le nous et la nature. Par exemple, donc, le lien intime entre l'identité culturelle et l'environnement local sert de base à l'affirmation de la souveraineté par la revendication des droits de l'homme et l'attachement au lieu. Un groupe va revendiquer la légitimité de prendre des décisions sur l'environnement naturel d'un lieu en disant, par exemple, que ça fait depuis les temps immémoriaux, ils vivent dans cet endroit-là. Ou bien, par rapport à faisant appel à la religion. Ou bien à d'autres critères identitaires. Et la dégradation de l'environnement et la perte de paysages terrestres et marins familiaux peuvent aussi également renforcer l'attrait de ces discours. Donc le fait qu'il n'y a plus les environnements naturels, qui n'existent plus, ça n'empêche pas les discours de continuer. Les paysages et les éléments naturels perdus ou menacés, ils peuvent devenir fétichisés, que ce soit par des personnes qui vivent ou voient leur environnement devenir méconnaissable, donc qui observent la destruction, en quelque sorte, par exemple à cause du tourisme, de l'exploitation de la guerre, ou bien aussi un autre groupe de personnes qui n'ont peut-être plus accès non plus à ces environnements-là, c'est les activistes urbains, qui ne vivent pas à proximité du monde naturel, mais qui aiment dépeindre une vision romantique du paysage. Donc, une vision très idéalisée par certains aussi des preneurs de décision dans les tours d'ivoire, d'un environnement, en fait, qui n'existe déjà plus du tout sur le terrain. Et ça peut poser des problèmes très importants dans l'établissement de politique environnementale. J'avais des discussions là-dessus avec toujours la même amie indonésienne la semaine passée, sur le fait que, apparemment, certaines personnes dans les capitales sont même pas conscients du fait qu'une grande partie de la forêt amazonienne sur certaines îles a déjà disparu. Du coup, ils vont prendre des décisions et permettre des politiques qui, en fait, sont complètement déconnectées d'une réalité parce qu'ils idéalisent un paradis sauvage qui est en fait plus existant. Et pourquoi ils idéalisent? Parce que c'est lié souvent à une rhétorique identitaire. De dire que notre groupe, on vient de ce paradis-là. Et du coup, on peut pas, il y a une forme de dissonance cognitive peut-être qui apparaît et qui les pousse à refuser d'accepter certaines formes de réalité. Donc, dans la littérature, les nationalismes écologiques ont été définis ainsi. Par exemple, comme se référant à la façon dont les variétés de nationalisme sont construites en de référence à la nature. Bien sûr, ce genre de rhétorique, il se fait pas dans un silo complètement déconnecté du reste des rhétoriques. Donc, les discussions environnementales prennent place dans les discussions générales sur le nationalisme ou des visions de caste ou bien religion, etc. Une autre définition, c'est que ce concept de nationalisme écologique relie les aspirations culturelles et politiques au programme de conservation de la nature ou de protection de l'environnement, tout en notant leur expression dans et à travers une rhétorique des droits qui inclut des droits civils, humains et propriétés intellectuelles. Par exemple, les propriétés intellectuelles, c'est l'accord de Nagoya. Par exemple, certains groupes indigènes ont accès à une connaissance indigène par rapport à certaines espèces et il y a des grandes corporations qui aimeraient utiliser ces connaissances pour en faire par exemple des médicaments. Et ici, il y a pour la protection des droits intellectuels sur, par exemple, la connaissance de certaines espèces sauvages, il peut y avoir aussi tout un mode protectionnisme, un mécanisme protectionniste de nationalisme écologique qui entre en jeu. Aussi au niveau international en diplomatie environnementale. Le deuxième processus, c'est l'éco-orientalisme, qui est tourné plutôt vers l'extérieur et qui construit une identité du nous par rapport à un autre externe et associé à des environnements exotiques. Là, j'ai essayé de représenter ça avec mes flèches rouges. Je sais pas si ça aide ou ça rend plus confus. Et donc, ça médiatise, par exemple, comment est-ce que nous percevons notre propre nature à travers ce qu'on perçoit de l'autre, ou bien comment est-ce que on perçoit l'autre à travers le type de nature qu'on associe à l'autre. Je pense que vous connaissez déjà tous l'orientalisme. Mais dans le domaine de la durabilité, la critique des limites d'une perspective parfois pousse à chercher des alternatives ailleurs. Donc des explications et les solutions, les 2 facettes, à la crise environnementale ont été suggérées à partir d'un passé doré ou d'un futur fictionnel technologique, ou bien des idéologies et pratiques alternatives, ou bien aussi des cultures et religions étrangères. En d'autres termes, ce que nous connaissons le mieux
ne nous permet pas d'atteindre une société durable et épanouie, que ce soit les aspects culturels, religieux, pragmatiques, technologiques, etc. Et donc, les solutions sont à trouver ailleurs. Cet ailleurs peut être idéalisé ou vilifié par contraste avec le nous. Ça, c'est une vision à laquelle je réfère comme éco-orientalisme. L'éco-orientalisme, ou bien l'orientalisme écologique, référence aux tendances orientalistes dans les approches de dégradation de l'environnement. L'éco-orientalisme est construit au sens large comme englobant les dynamiques entre nous et l'autre, au-delà aussi du cas spécifique de l'Est et de l'Ouest. Ici, l'éco-orientalisme, il peut affecter les récits qui concernent les explications, les solutions ou les effets de la dégradation actuelle ou en cours de l'environnement. Ici, ces trois aspects aussi, ils sont souvent entrelacés et sont pas toujours faciles à distinguer et se renforcent mutuellement. Par exemple, souvent, on va avoir la même logique qui va s'appliquer à pourquoi est-ce que l'environnement est dégradé, et à partir de pourquoi l'environnement est dégradé, on va essayer de tirer des solutions, donc en contraste, et aussi d'expliquer les effets de la dégradation actuelle aussi en contraste. Des exemples d'éco-orientalisme dans ce sens-là, par exemple, c'est les organisations internationales, en particulier dans les Amériques, qui tracent le portrait de communautés indigènes et locales vivant en harmonie avec la nature, qui sont menacées par l'occidentalisation, l'industrialisation et la colonisation. Il y a beaucoup de grands mots et de généralités, et ce type de discours est très très présent. Les sciences humaines environnementales, elles explorent des traditions asiatiques pour trouver des solutions aux problèmes occidentaux qui seraient à l'origine de la crise environnementale. Ça, c'est par exemple dans les sciences humaines où on va entendre ce type de rhétorique qui dit que l'anthropocentrisme qui est basé dans l'Occident, dans la modernité et dans la religion chrétienne est la source et la cause du problème environnemental d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut chercher des solutions dans d'autres traditions, comme par exemple le bouddhisme ou le taoïsme, qui seraient beaucoup plus propres à avoir un mode de vie durable. Ici, quelque chose d'intéressant, c'est que beaucoup de ces concepts sont construits en des identités aussi, en ping-pong, c'est-à-dire en échange. Un des exemples, c'est l'exemple de Satoyama. Donc, le concept de Satoyama est originaire au Japon, le concept, le mot. Et Sato, ça veut dire village, et Yama, ça veut dire montagne. Originellement, c'est un mot plutôt dans le mot langage commun. Il y a aussi Sato-umi, par exemple, qui veut dire village et mer, qui n'est pas vraiment central. Et il n'a jamais vraiment été central dans aucune forme de philosophie ou de texte au Japon. C'est juste un mot classique ou normal. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe de personnes des Nations Unies qui ont entendu un jour l'idée de Satoyama et qui se sont dit, mais c'est absolument intéressant, en fait. Et du coup, ils se sont dit, ça serait bien de faire une Satoyama initiative. Et le gouvernement japonais se dit, c'est génial, parce que comme ça va renforcer l'image du Japon comme une culture très riche qui permet d'apprendre comment vivre en harmonie avec la nature. Et du coup, le gouvernement japonais, il a été d'accord de soutenir ces motions-là. Ces motions qui ont été construites majoritairement par des non-japonais. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement japonais, une fois que ça a été validé par les Nations Unies, il s'est dit, c'est génial. Et du coup, comme personne ne comprenait ce que ça veut dire Satoyama au Japon, puisque c'était pas un concept, il y a eu un nouveau courant dans les universités au Japon pour essayer d'établir qu'est-ce que ça veut dire Satoyama. Et par exemple, j'ai fait mon master à l'université de Kyoto, et on avait tout un cours qui était sur Satoyama, tout un programme sur Satoyama, sur la connectivité des écosystèmes par rapport aux villages humains, etc. Et en fait, c'est juste de l'écologie. De l'écologie où on inclut dedans les aspects sociologiques peut-être et un peu anthropologiques. Mais tout ça sous le drapeau maintenant de Satoyama comme quelque chose d'unique et une contribution de la culture japonaise au monde. Donc c'est vraiment une construction d'un concept dans ce cas-là, en ping-pong avec l'extérieur, parce que ce concept-là n'aurait sans doute pas émergé, en tout cas pas du tout de cette façon-là, sans ce ping-pong, cette interaction avec l'autre. Donc dans ce sens-là, on peut parler de auto-orientalisation, peut-être, qui est soutenue par deux aspects, l'essentialisation qu'on a vu déjà avant, et la réification des différences. Donc de penser ou de traiter quelque chose d'abstrait comme une chose physique. Auto-éco-orientalisme, ou bien auto-orientalisation, ça vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi. Donc ces discours sont parfois réappropriés par les communautés qui sont censées détenir les solutions ancestrales à notre problème contemporain. Et dans une certaine mesure, l'idée de la civilisation écologique en Chine peut aussi être un exemple. Peut-être à un autre niveau, et un autre niveau de complexité aussi que le concept de Satoyama. J'ai plusieurs étudiants qui travaillent sur la Chine, et dans la plupart des politiques, par exemple, de développement urbain des parcs dans les villes, les premières lignes de présentation des politiques, elle parle de ça. Elle parle exactement de ça, de comment la Chine, leader mondial en matière de civilisation écologique, basée sur les philosophies ancestrales. Donc c'est vraiment fort, cette forme de cadrage. Alors en fait, ça parle juste d'organisation des parcs dans les villes. Donc il y aurait pas forcément besoin d'avoir un cadrage pareil. On a travaillé sur ces concepts d'éco-nationalisme et éco-orientalisme avec un groupe. Ça, c'est la petite table avec
laquelle on essaye de clarifier différents types. Donc, par exemple, ces dynamiques, quand elles sont orientées vers l'intérieur, j'en parle en termes d'éco-nationalisme, ça donne des rhétoriques telles que celle-là. Nous vivons en harmonie avec la nature depuis les temps immémorables car nous la comprenons et savons la respecter. Ou bien une vision plutôt socio-technologique, donc peut-être moins idéologique. Nos modes de vie en harmonie avec la nature sont la solution, retournons-y et partageons-les. Peut-être l'aspect socio-technologique est plus dominant au Japon, et peut-être que l'aspect idéologique, par exemple, est plus dominant dans des cultures où la religion joue un rôle plus important. Ensuite, il y a ces dynamiques vers l'extérieur, l'éco-orientalisme, qui peut être soit positif ou négatif. Négatif, ça serait en termes de voir les problèmes et d'associer les problèmes à l'autre. Par exemple, les influences négatives de l'autre, que notre relation à la nature, sont la source de la dégradation environnementale. Ça se trouve, par exemple, dans les exemples que j'ai montrés avant, par rapport au peuple indigène. C'est l'ange déchu. Ou bien le peuple indigène qui est corrompu, ou bien l'essence des Philippines qui est corrompue par les idées occidentales, et c'est pour ça qu'il y a de la pollution en Asie, par exemple. Ou c'est pour ça qu'il y a de la pollution dans les zones dominées par des peuples indigènes. Le même rhétorique peut être formulé en termes de technologie, et aussi d'une manière positive. Ça, c'est plutôt, par exemple, ce dont on parle en Europe quand on parle du bouddhisme comme étant une religion par essence en harmonie avec la nature. De la part de l'essence ou culture, les autres ont de meilleures idées de la nature et de ce fait ne la détruisent pas. Donc ensuite, dans notre petit groupe aussi de travail, sur la forme, comment est-ce qu'on peut minimiser les risques de dérive éco-orientalistes ou éco-nationalistes? Et le besoin de trouver des manières de minimiser ces dérives, pour nous, il a émergé parce que je commençais à collaborer avec des gens de différents contextes en Asie du Sud-Est ou Asie du Sud. Et c'est très difficile de collaborer avec des collègues qui sont très figés dans ces postures-là. Parce que c'est des postures très essentialistes qui excluent, en fait, qui créent des murs. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu essayer de développer ces formes d'outils, de comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à continuer à se parler. Donc, par exemple, une des premières choses, c'est contextualiser les propositions qu'on fait. Donc, qui parle, dans quel contexte, à qui, rendre explicite l'incertitude, quelles sont les présuppositions, quelles sont les sources de données, quelles lacunes. Par exemple, quand on parle de peuples indigènes qui vivent durablement avec la nature depuis les temps immémoriaux, comment est-ce qu'on sait ça, par exemple? Ou quels sont les temps immémoriaux? Ou réduire l'échelle de manière similaire, n'est-ce pas? Dégénéraliser et localiser les discours, confronter les affirmations aux réalités locales. Donc ça implique de se confronter avec la littérature en langue locale, par exemple, ou de travailler avec les experts sur place. Et la collaboration avec des chercheurs d'autres disciplines qui permet aussi d'avoir justement accès à d'autres données qu'on n'aurait peut-être pas forcément. Et ça, c'est plutôt sur la forme. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à minimiser peut-être les impacts de ce type de discours, de ce type de cadrage? Parce que le cadrage peut être comme ça, mais le contenu peut être tout à fait pertinent. Et ça me donne souvent une impression de cache. Si le contenu est vraiment pertinent et est très utile en collaboration, mais que le cadrage est tellement fermé ou figé qu'il crée un mur entre différents groupes. Pour revenir aux sciences, ça veut dire que le contexte politique local est lié à l'utilisation des ressources contraste avec les discours scientifiques. En quelque sorte, les discours scientifiques en termes de durabilité, ils essayent de déraciner les problématiques locales pour faire des modèles abstraits et généralisés. Ça se veut aussi le plus neutre possible, que ce soit culturellement ou politiquement. Et ça va générer ce genre de discours que nous partageons tous les mêmes défis face au changement climatique ou à la pollution, et c'est pour ça qu'on collabore. Et c'est pas forcément faux, hein. Je suis tout à fait aussi partante pour ce type de discours. Mais il y a une forme de tension avec l'autre aspect, qui est qu'en fait, que les questions environnementales, elles sont vraiment aussi prises dans ces tensions et des conflits entre des groupes sociaux, culturels et politiques. Et ça veut dire qu'elles peuvent aussi être utilisées de manière instrumentale pour soutenir des intérêts qui n'ont rien à voir avec la durabilité environnementale. Et cette ambivalence, elle rend les discours environnementaux glissants en termes d'interprétation politique potentielle, qui lient les explications et les solutions proposées à la dégradation de l'environnement à des politiques identitaires. Et là, j'inclus là-dedans aussi tout ce qui est philosophie. Je pense que même les livres ou les articles écrits en philosophie sont aussi susceptibles d'être réutilisés ou peut-être mal utilisés à d'autres fins. Ensuite, plutôt sur le fond, ça c'est vraiment des réflexions qui sont pas du tout figées, des idées work in progress. Ça revient très souvent à comment est-ce qu'on justifie qui et comment décider de l'usage des ressources. Et il peut y avoir un mode de pensée très individuel, qui a besoin individuel en ressources, ou bien un mode de pensée systémique à l'autre extrême, comme pour la survie de tous les êtres humains, etc., les êtres vivants, ça dépend ce qu'on inclut dans le titre. Et entre les deux, il y a cette mode de pensée plutôt tribale, où il y a les politiques de l'identité.
Et ça revient à la définition du tout. Et tout ça, c'est aussi lié à la question de la propriété. Et comment est-ce qu'on décide des usages des ressources, que ce soit aussi le sol ou l'eau, les eaux, on dit ça, les mers, etc. Ça lié à quel type de propriété, de droit de propriété on donne à différents groupes. Et là, j'ai pas de conclusion. C'est sur quoi j'essaie de réfléchir récemment par rapport à ces concepts d'éco-nationalisme et éco-nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà de la forme? Et donc, ça, c'est ma petite conclusion qui n'est pas vraiment une conclusion. Qu'au final, j'ai l'impression que beaucoup de ces discussions reposent beaucoup sur le qui. Qui décide, qui est touché par les décisions et qui est responsable pour agir et qui en est exclu.